Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech. Vous nous regardez sur la chaîne Bismart, mais aussi en podcast, en replay, quand vous voulez. Alors, c'est l'émission dédiée au monde du numérique, au futur, à l'innovation, et on va s'intéresser tout de suite maintenant au métavers. On va voir si c'est juste un effet de mode, un buzz ou bien une tendance de fond. Je vous représente les personnes avec moi en plateau. Yaya Jaraya d'Astra Chain, Raphaël Nicou d'Aquaray et Alban Bruyat de Scaleway. Et puis on vient de recevoir notre nouvel invité, Arnaud Tanguy, président du Cercle de la Donnée. Bonjour Arnaud. Bonjour Delphine. C'est donc l'heure de votre rendez-vous sur le monde de la donnée avec cette question sur le métavers. Alors du côté de l'actu, on a plutôt énormément d'annonces de sociétés qui nous disent ça y est, on se lance dans le métavers, qui décident d'investir dans cet univers virtuel. On peut citer Adidas, LVMH, Carrefour, Warner Music. Est-ce qu'il s'agit donc, selon vous, d'un effet de mode ou d'une tendance ? Alors, j'aimerais commencer par rappeler un peu ce qu'est un métavers ou les métavers. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de notions, il y a beaucoup de fantasmes même autour de cette définition. Alors, commençons peut-être au sujet de la définition et du terme métavers en lui-même. Il provient de la contraction du préfixe méta, du grec, qui veut dire au-delà, qui veut dire qui transcende, et du mot univers. Donc on est dans un environnement qui viendrait transcender le réel et le virtuel. Petite parenthèse, c'est pour ça qu'ici on dit métavers et non pas métaverse, parce que c'est plutôt l'américain ou l'anglais dans ce cas. Absolument, métavers, c'est en américain. On parle donc d'un environnement dans lequel votre vie numérique, celle que vous avez sur votre console, sur votre PC, sur votre tablette, vient rencontrer le réel de manière assez forte, et de manière plus intuitive et plus immersive. Et à quoi ressemble, selon vous, une véritable expérience du métavers ? Alors vous vous souvenez certainement des films Ready Player One, Avatar, Matrix. Ce sont des films qui exploitent un peu ces environnements. Si je prends l'analogie d'un jeu vidéo, vous prenez un avatar, un personnage, ça peut être vous-même, dans un monde qui ressemble à celui-là, le nôtre, ou un monde imaginaire. Et là, vous allez évoluer dans ce monde, interagir avec d'autres personnes et évoluer dans ce monde. On voit aujourd'hui 3 grands usages qui cohabitent et qui sont promis à un grand avenir. Un usage autour des loisirs, un usage autour du monde professionnel, et puis le social également. Dans le monde des loisirs, vous pouvez jouer à des jeux vidéo, c'est quelque part quelque chose d'assez naturel, mais aussi assister à des concerts géants, rassembler plus de dizaines de milliers de personnes, participer ou assister à des expositions d'art, par exemple, dans le numérique. Vous avez également un usage professionnel qui se développe. Comment vous retrouvez vos collaborateurs à l'ère du remote working, définir un environnement qui serait la copie exacte de vos bureaux pour permettre aux collaborateurs de se rencontrer. Et puis un usage social. L'usage social, finalement, c'est la prolongation des réseaux sociaux. De la même manière que dans les réseaux sociaux, vous produisez du contenu, vous les likez, vous interagissez avec le monde entier. Cette continuation, vous allez la trouver dans le métavers. Et alors, il y a une vraie particularité du métavers aussi. C'est-à-dire que c'est notamment ce qu'on appelle le Web 3. Là où, par le passé, certes, des plateformes de jeux vidéo étaient opérées par un opérateur unique, typiquement Second Life, qui est aussi une sorte de métavers en lui-même, historique. Le métavers, le Web 3, se base sur une communauté. C'est-à-dire que ce n'est pas un acteur unique qui va gérer, mais une communauté d'individus qui vont interagir entre eux et édicter des règles et les mettre en œuvre. Voilà. Pour vous donner aussi quelques grands noms et quelques grands acteurs du métavers, on a à la fois des pure players comme Decentraland ou The Sandbox et des acteurs d'autres secteurs d'activité, typiquement Roblox du jeu vidéo ou Meta, l'ex-Facebook qui investit le sujet. Qu'est-ce qui explique cet engouement-là spontané ? Alors il y a un buzz déjà potentiellement, parce que comme dans toute nouvelle technologie, personne ne veut manquer le train. Mais il y a aussi la conjonction de 3 grands facteurs. Le facteur social, le facteur technologique et le facteur économique. D'un point de vue social, il est acquis maintenant, et notamment en post-Covid, que les utilisateurs, les consommateurs, les citoyens usent du numérique. Et donc c'est une première porte d'entrée. Le deuxième aspect, c'est l'aspect technologique. Et on a la conjonction de 4 grandes technologies qui permettent l'élaboration et le fonctionnement du métavers. La réalité virtuelle et la réalité augmentée. Beaucoup plus intuitif, beaucoup plus performant que par le passé. La blockchain, qui va permettre de gérer les transactions de ces plateformes-là, notamment la gestion d'une communauté. Les crypto-monnaies, qui permettent les transactions financières de monétiser ce service-là, et donc qui attirent aussi des acteurs économiques. Et enfin, les NFTs, donc, qui permettent d'avoir des titres de propriété. Si vous achetez un lopin de terre dans le métaverse, vous en garantissez la propriété ou une tenue pour votre avatar.
Mais pour autant, est-ce qu'il vous semble que la réalité économique est déjà présente? Est-ce que c'est tangible aujourd'hui? On voit émerger, il y a une réalité économique, il y a même un terme, un néologisme anglais qui le traduit, il s'appelle le metanomics, donc la méta-économie en anglais. JP Morgan estime à près de 54 milliards de dollars qui ont été dépensés dans des actifs numériques. À titre d'exemple, s'il faut 12 000 dollars pour acheter un lopin de terre, un terrain s'est vendu près de 500 000 dollars parce qu'il était à côté de Snoop Dogg dans The Sandbox. Ça change tout. Alors, c'est quand même un environnement, on peut dire, encore un peu immature, balbutiant. Quels sont, selon vous, les points d'attention à considérer? Effectivement, à ce jour, on est dans un contexte qui est non structuré, sans cadre légal. Les différents acteurs dont j'ai parlé, chacun, alors, ils existent en parallèle et chacun va pousser ses standards, ses normes. On a identifié un certain nombre de, comme pour toute technologie émergente, un certain nombre de questions. Une question liée déjà au volume des données et au volume des ressources nécessaires. On parle de volumes qui vont être multipliés par des facteurs très importants. Est-ce que les infrastructures, alors on parle du réseau, des data centers, du cloud, permettront d'absorber cette charge? Et quel impact environnemental, alors je reviens au sujet qu'il y avait juste avant, quel impact environnemental pour l'émergence de ces métavers? La question de l'acceptabilité des utilisateurs aujourd'hui. Ouais. Ces systèmes vont stocker, tracer toutes les actions des utilisateurs. Comment est-ce qu'on garantit que cet usage ne sera pas scruté en permanence et utilisé de manière raisonnée? L'impact sur la santé publique, la santé des individus. Alors à la fois d'un côté, on peut parler de la dépendance au numérique dans un monde immersif, mais aussi de la sédentarité. Alors je suis un peu caricatural, mais quelqu'un qui passe sa journée avec un casque de réalité virtuelle dans un canapé aura potentiellement un impact physique sur sa santé. Et puis, un enjeu qui est sur de cybersécurité et de protection. À partir du moment où ces environnements vont générer beaucoup d'argent, ils vont être aussi potentiellement des cibles d'attaque. Et donc, comment est-ce qu'on sécurise par défaut les collaborateurs, enfin, les consommateurs, les utilisateurs, mais aussi ces transactions financières. Voilà. Oui, alors c'est vrai qu'on voit un emballement du côté des marques pour se lancer dans le métavers parce qu'elles se disent qu'il y a des opportunités économiques à attraper, mais pour l'instant on a l'impression quand même du côté de la société, ça coince sur ce concept. Quel est votre regard sur les métavers ? Allez. C'est effectivement, aujourd'hui on en est au stade du buzz. Maintenant il faut transformer l'essai. Je pense que il ne faut pas forcément se dire que parce que Second Life a échoué, le concept du métaverse échouera également. C'est une question de timing, comme vous le disiez. Ouais. Ce qui fera le succès du métaverse, à mon sens, c'est la simplicité d'usage. Si on s'en rend bien compte, si pour rentrer dans un métaverse, il faut mettre un casque de réalité virtuelle. Qui coûte 400 €. Et puis voilà, être dans la complexité. Voilà. Ouais. Dès qu'on est dans la complexité d'usage, je pense qu'on aura du mal à emporter l'adhésion du public. Donc est-ce que les métaverses qui se mettent en œuvre, qui se mettent en place, réussiront à être suffisamment simples pour convaincre les utilisateurs au bout du compte? Je pense que c'est le... Affaire à suivre. Merci beaucoup. Merci Arnaud Tanguy, président du Cercle de la Donnée. Merci pour vos commentaires. Vous restez avec moi, Yaya Jaraya, Raphaël Nicou et Alban Brouillat.